Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Alors dans 6 semaines, le 4 décembre, la droite aura son candidat, sa candidate à la présidentielle. Mais d'ici là, la bataille promet d'être rude entre vous, Valérie Pécresse, et vos concurrents, notamment Xavier Bertrand et Michel Barnier. Alors comment, dans ces conditions, créer la surprise pour devenir, comme vous le souhaitez, la première femme présidente de la République? Et puis au-delà, quel doit être le projet du futur candidat de la droite, autour de quelles idées forces et de quelles réponses aux aspirations des Français, que ce soit au niveau social, environnemental ou sécuritaire? Comment aussi, dans ces conditions, unir la droite et le centre, et puis une présidentielle, ou en tout cas une pré-campagne présidentielle, perturbé par la montée en puissance d'Éric Zemmour. Comment y répondre? Comment lui répondre? Comment éviter qu'il ne marginalise le candidat de la droite et que la présidentielle ne se transforme en un duel à l'extrême droite? Mais pour commencer, Valérie Pécresse, est-ce que le chèque inflation annoncé par Jean Castex est une bonne idée? Est-ce suffisant pour calmer la grogne? D'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les Français, ils veulent vivre dignement de leur travail et de leur retraite. Ils ne veulent pas vivre en touchant des chèques de l'État. Et ça, je crois que ça doit être vraiment notre ligne directrice pour les 5 ans qui viennent. Il faut se mettre dans la situation, sur le long terme, de relever les salaires. C'est ma proposition, 10% de salaire en plus. Et de relever les petites retraites, et ça ne se fera qu'avec la réforme des retraites, avec des réformes très puissantes qui permettront d'augmenter ce pouvoir d'achat durablement. On va en parler, mais là, sur cette mesure concernant l'augmentation des prix de l'essence, qui est due à des contingences internationales, est-ce que le gouvernement a bien fait, est-ce que Jean Castex et Emmanuel Macron ont bien fait de décider de proposer à 38 millions de Français ce chèque de 100 €? Mais on voit bien un gouvernement acculé, à dépenser, toujours plus, parce que les élections sont dans 6 mois et qu'il a peur d'une résurgence du mouvement des Gilets jaunes. Mais ça veut dire qu'ils n'auraient rien dû donner? Mais vous voyez bien... Non, mais est-ce qu'ils ont bien fait le faire ou pas? Mais ils ont mené une mauvaise politique, une politique qui fait que les salaires sont trop bas, que les retraites sont trop basses, parce qu'ils n'ont pas voulu réformer. Donc évidemment, dans la précipitation, ils font ce chèque. Mais vous voyez bien... auriez fait quoi à leur place? Vous voyez bien, moi j'aurais, depuis 5 ans, commencé à travailler sur le prix de l'énergie. Vous savez bien que le prix de l'essence et le prix de l'électricité, ce sont des taxes et de la TVA sur les taxes. Donc la taxe au carré, il faut la remettre en question. Ça n'a pas été fait quand vous étiez au ministère du Budget, ni quand le gouvernement Hollande, quand le François Hollande a succédé à Nicolas Sarkozy, les taxes sont restées en l'état. Mais à l'époque, Monsieur Aziza, l'essence était beaucoup plus basse. On n'avait pas du tout de mouvement des gilets jaunes. Aujourd'hui, on a une essence qui tutoie les 2 € au litre dans les grandes villes. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut baisser la TVA ou la TIGP. Il faut supprimer la taxe sur la taxe et il faut renégocier le prix de l'énergie. Vous savez que la France a laissé l'Europe fixer les prix de l'énergie en fonction des prix du gaz, alors que nous produisons du nucléaire. De ce point de vue aussi, vous avez vu un Macron d'Herwig-Tourneur qui était contre le nucléaire, qui voulait fermer 12 centrales, qui a fermé Fessenheim, et qui aujourd'hui, parce que l'opposition l'aiguillonne, le harcèle, dit « Ah ben finalement, le nucléaire, c'est une solution d'avenir ». Donc vous voyez bien qu'il y a des solutions de long terme à faire. Mais pour baisser cette TVA sur l'essence, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut faire des économies sur la sphère publique, sur la dépense publique, pour pouvoir baisser les impôts. Il n'y a pas de baisse d'impôts sans baisse des dépenses. Alors, sur la TVA, ou la taxe sur la taxe concernant l'essence, donc 10 centimes de baisse d'essence, c'est 5 milliards d'euros par an. Là, cette mesure coûte 3,8 milliards. Est-ce qu'il est possible de dépenser 5 milliards d'euros, ou voire 10 si c'est 20 centimes Non, mais quand je parlais de la TVA, je parlais sur la facture d'électricité. Sur la facture d'électricité, vous avez des taxes et vous avez une TVA sur la taxe. Moi, je supprimerais cette TVA sur la taxe. Ça coûte 800 millions et ça permettrait de faire baisser la facture d'électricité de 4%, c'est-à-dire d'amortir la hausse de l'électricité. Sur l'essence, on voit bien que le chèque qui a été fait est un chèque qui est injuste. Pourquoi ? Il est injuste parce que si vous êtes une femme seule, comme on dit, une famille monoparentale avec des enfants et que vous gagnez 2100 €, vous n'êtes pas riche. Et en revanche, un certain nombre d'étudiants qui vont la toucher n'ont pas de voiture. Alors vous proposez quoi ? Parce que ça concerne aussi pas seulement l'essence, mais tous les produits qui augmentent du fait de l'inflation. Monsieur Aziza, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne solution parce que le gouvernement est dans l'improvisation, parce que le gouvernement est dans l'impréparation et parce que tout ça, ça aurait dû être
anticiper. Voilà. Et comment vous pouvez anticiper l'augmentation des prix de l'essence? Parce qu'on sait qu'il y a la reprise, on sait qu'il y a la reprise de l'économie, on sait qu'il y a une forme de surchauffe aujourd'hui et que les marchés des énergies fossiles sont aujourd'hui en pleine explosion. Donc ça s'anticipe. Donc ça veut dire que pour vous, c'est une mesure électoraliste? Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis le paquet sur les personnes qui travaillent. Et j'aurais permis aux entreprises de pouvoir défiscaliser des aides au plein d'essence des personnes qui travaillent. Et j'aurais aussi mis le paquet sur les personnels de santé, les professionnels de santé, les infirmières, les médecins qui se déplacent à domicile, pour là aussi leur donner des aides, parce qu'ils se déplacent pour nous, et il faut que ce soit eux qu'on aide en priorité. Alors vous parlez des salaires, vous parlez du pouvoir d'achat, donc au-delà de cette crise conjoncturelle qui concerne l'essence, le gaz ou l'électricité, comment on augmente les salaires en France, en clair, où trouver et comment trouver de l'argent? L'argent, il ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. L'argent, il se trouve dans des économies. C'est ce que j'ai fait dans ma région. J'ai fait des économies sur des structures qui étaient para-régionales. J'ai fermé 15 structures para-régionales. J'ai récupéré les moyens. J'ai supprimé des emplois administratifs dans mon siège. J'ai tout digitalisé, numérisé les procédures pour qu'on ait moins d'agents publics. Donc ça veut dire que les salaires des fonctionnaires de la région ont augmenté? Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que j'ai récupéré 2 milliards d'euros d'économies. Et avec ces 2 milliards d'euros d'économies, j'ai investi dans les priorités qui étaient les transports, les lycées qui étaient vétustes. Et j'ai pu, mesure de pouvoir d'achat, distribuer un ordinateur à chaque élève des lycées pour lutter contre la fracture numérique et surtout, au moment du Covid, permettre du distanciel. Et j'ai fourni tous les manuels scolaires gratuits pour que chaque jeune d'Île-de-France ait les mêmes chances. Augmentation des salaires. La question, c'est ça. Non, c'est les pouvoirs d'achat. Le sujet, c'est si vous voulez faire des mesures de pouvoir d'achat et augmenter les salaires, il faudra au préalable baisser les dépenses publiques. Et aujourd'hui, le gouvernement, il fait des chèques sans provision. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Vous avez dit, il a cramé la caisse, hein? Absolument, il crame la caisse. Il crame la caisse. Alors, vous savez, vous avez entendu ce que vous disent les ministres ou les dirigeants de la majorité. Ils disent, pendant la crise, on a donné beaucoup d'argent, le gouvernement a donné beaucoup d'argent à la région Île-de-France. Donc, la région Île-de-France a profité de la caisse. Non, mais attendez, mélangeons pas tout. Avec Emmanuel Macron, après l'élection, c'est l'addition. Voilà. Et quand on fait un chèque toutes les semaines de milliards d'euros, eh bien, à un moment donné, il faut dire aux Français qu'on va passer du « quoi qu'il en coûte » à « qu'est-ce que ça va nous coûter ?» Parce que si on a 2800 milliards de dettes à la fin du quinquennat, cette dette, un jour, il faudra la rembourser. Et ça va coûter combien, d'après vous, en impôts pour les Français? Le problème, c'est que soit on a un président de la République dans le prochain mandat qui décide de remettre les choses en ordre, de lutter contre les gaspillages, qui propose comme moi 150 000 suppressions de postes, d'agents publics, qui redessine la sphère État, qui enlève les doublons, qui décentralise. Soit vous avez un président puissamment réformateur, qui fait la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, qui débureaucratise toutes ces normes tatillonnes pour gagner de l'argent. Et à ce moment-là, avec toutes ces économies, on arrivera à redresser le pays. Il faut 45 milliards d'euros d'économies pour que notre dette ne se transforme pas en impôts supplémentaires. Parce que la dette d'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, ce sera des impôts demain. Est-ce que ça veut dire, attendez, vous parlez de la dette d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que pendant la crise du Covid, il fallait rien faire, le quoi qu'il en coûte, il fallait pas... Si, il fallait amortir la crise, vous avez raison, il fallait amortir la crise. Mais vous avez un rapport du Conseil d'analyse économique qui le dit. Ce rapport du Conseil d'analyse économique dit que nous sommes 26e pays sur 38 dans l'OCDE, 26e sur le coût de la crise. Ça veut dire que la crise chez nous, elle a coûté beaucoup plus au pays qu'ailleurs. Donc on aurait pu faire différemment. On aurait pu régionaliser les confinements. Ça aurait permis de ne pas fermer tout en même temps, alors que certaines régions, en 2020, n'étaient pas du tout touchées par le virus. Donc il y avait moyen de faire autrement, de dépenser moins d'argent, mais peu importe. J'allais dire maintenant, le sujet, c'est comment on règle l'addition que va nous laisser Emmanuel Macron, qui a cramé la caisse. Vous avez parlé de la réforme des retraites, notamment de la réforme des retraites. Avant d'en parler, une question. Vous avez annoncé l'augmentation, que si vous étiez élu président de la République, vous augmenteriez les salaires de 10%, ce qui coûterait a priori 25 milliards. Comment vous faites? Justement, je fais la réforme des retraites. Et je fais la réforme de l'assurance chômage. Et je fais la réforme de l'État. La réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire
vous considérez que celle qui a été mise en place n'est pas bonne ou pas? Celle qui a été mise en place n'est toujours pas mise en place, Monsieur Aziza, qui a été annoncée, parce que Emmanuel qui doit être Macron mise en place. a complètement trompé les Français sur le fait qu'il était réformateur. Il n'a fait aucune des réformes qu'il avait promis de faire, y compris les 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Donc la réforme du chômage n'est toujours pas entrée en vigueur. Et moi, Est-ce que cette réforme va dans le bon sens? Elle va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin. On a aujourd'hui 1 million d'emplois non pourvus qui sont proposés à Pôle emploi. Donc il faut mettre la dégressivité de l'assurance chômage jusqu'à 2,2 SMIC pour inciter à la reprise très rapide de l'emploi au bout de 6 mois. Et on peut le faire aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'emplois aujourd'hui disponibles, tellement de formations disponibles. Donc il faut aider les Français et les inciter à aller retrouver de l'emploi. Alors oui, je veux augmenter de 10% les salaires. Comment je fais? Je prends les cotisations retraite salariales et ces cotisations, je les fais financer par mes économies, par mes réformes, par les impôts. Parce qu'à chaque fois que vous touchez 1 euro de plus, vous payez 40 centimes d'impôts par les impôts en plus, et en partie aussi par les entreprises. Je vous explique comment. Parce que je vais libéraliser le temps de travail. Aujourd'hui, vous le savez, on est passé au télétravail massif. Il y a des secteurs qui vont massivement télétravailler, d'autres qui ne le pourront pas. Donc comment vous faites pour libéraliser le temps de travail? Eh bien, je propose que le temps de travail soit fixé par accord de branche ou d'entreprise uniquement. S'il y a un accord 35 heures qui va bien, on le garde. Si, en revanche, on veut renégocier, mettre de la fluidité, mettre de la flexibilité, on le peut. Et s'il n'y a Jusqu'à pas combien d'heures d'accord, par semaine? S'il n'y a pas d'accord, jusqu'au maximum par semaine, qui est la norme européenne, 48 heures. Mais s'il n'y a pas d'accord, la durée supplétive, c'est 39 heures, payées 39. Et pour ceux qui, aujourd'hui, travaillent 39 heures et le travaillent en heures supplémentaires, on maintient les salaires. C'est-à-dire que personne n'y perd. Mais vous savez, il faut qu'on travaille plus sur la semaine, plus sur la vie active. Parce que l'important, c'est de rendre de la compétitivité à nos entreprises. Est-ce que vous croyez que les syndicats seront partants? Mais les syndicats seront partants à partir du moment où c'est un donnant-donnant, dans le cadre d'un dialogue social, salaire contre temps de travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la reprise, elle est complètement en trompe-l'œil. On nous dit plus 6,5% de croissance cette année. Mais nous avons 82 milliards de déficit de la balance commerciale. 82 milliards, ça veut dire que nous sommes totalement dépendants de l'étranger. Ça veut dire que nous ne réindustrialisons pas la France. Emmanuel Macron a les mots de la droite, le plan France mais 2030, pas les actes bon de la sens droite. Ouais. Mais c'est du saupoudrage. Ouais. Ce plan France 2030, c'est du saupoudrage. C'est un plan d'investissement d'avenir, quatrième version. Mais c'est du saupoudrage. Il n'y a pas dans ce plan l'énergie qu'il faut. L'énergie qu'il faut, c'est enlever des normes, baisser les impôts de production, augmenter les salaires, rendre de la compétitivité à notre économie. On poursuit sur les retraites. Vous parliez de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut passer l'âge de la retraite à 64, 65, voire 67 ans, comme le propose votre ami Édouard Philippe? Édouard Philippe, il n'a même pas réussi à passer les retraites à 62 ans et demi. Voilà. Donc, quand on n'a pas réussi à passer à 62 ans et demi... Il y a eu la crise depuis. Non. C'est ce qu'il dit en tout cas. L'abandon de la réforme des retraites, c'est bien avant la crise. C'est au moment des grandes grèves. Alors, est-ce qu'il faut faire ça? Monsieur Aziza, je le dis, parce que moi, je n'aime pas qu'on me donne des leçons quand on n'a pas été capable de faire. Mais est-ce qu'il tient un langage de vérité, Édouard Philippe? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est passer l'âge de la retraite à 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que c'est l'âge des pays qui nous entourent. Ça correspond à la démographie. 65 ans, sauf évidemment pour les Français qui auront été usés par leur travail et qui auront, eux, le droit de partir avant. Mais pourquoi je dis 65 ans et pas 64? Je sais qu'il y a des sujets entre le gouvernement et... Attendez, c'est une précision. Hein. C'est l'âge de départ à la retraite, c'est pas un nombre d'annuités. L'âge de départ à la retraite. C'est l'âge de départ à la retraite à taux plein. Mais pourquoi 65 ans? C'est parce qu'avec ces 65 ans, on peut s'engager à revaloriser les petites retraites. Parce qu'on a parlé d'augmentation des salaires. Moi, je veux aussi augmenter les petites retraites. Parce que ça n'est pas normal, quand on a travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie, qu'on ne puisse pas vivre décemment de sa retraite. C'est ce qui se produit aujourd'hui, avec la hausse de l'inflation notamment. Donc, ce que je souhaite, c'est que le minimum contributif, ce qu'on touche quand on a cotisé toute sa vie, passe au SMIC net. Et je veux donc 1 258 € par mois. 1 258 € par mois à la fin de la réforme. Et je veux aussi qu'on à la fin de la réforme, c'est-à-dire à la fin du quinquennat ou avant? La réforme, elle est à horizon 2030. Et ce que je veux aussi,
c'est m'attaquer au problème des retraites des femmes, notamment des femmes d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs, qui, elles, ont travaillé aussi toute leur vie, n'ont pas cotisé et touchent des retraites qui sont vraiment indignes. Sujet d'actualité, la grève à la SNCF, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la direction de la SNCF doit céder aux revendications des cheminots sur les primes des conducteurs de TGV? Moi, je suis toujours extrêmement choquée quand, à la SNCF, on déclare une grève le jour des départs en vacances. Et qui est appelé à être renouvelé le week-end prochain et les week-ends suivants. Oui, mais voilà, moi, ça me choque. Est-ce qu'il faut céder aux syndicats? Ça me choque quand on prend en otage les voyageurs. Ça me choque quand on a des revendications qui sont légitimes, on les porte, mais on ne les porte pas en prenant en otage les voyageurs. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que les revendications des cheminots sont légitimes en ce qui concerne leurs primes? On peut toujours avoir des revendications salariales. On peut toujours demander des hausses de salaire. Ça se fait dans le cadre d'un dialogue social apaisé. Ça ne se fait pas en prenant en otage les voyageurs. C'est insupportable. Et moi, je n'aime pas et je n'accepte pas de céder à la force. Mais est-ce qu'il faut céder aux revendications des conducteurs de TGV? Dans ces conditions, elles ne sont pas acceptables. Est-ce que vous croyez à un vaste mouvement social avant la présidentielle? Est-ce que les syndicalistes appellent une convergence des luttes? Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il faut montrer un cap clair pour le prochain quinquennat. Un cap clair où on va dire aux Français vers où on va tendre. Et moi, ce cap clair, je suis prête à le porter. C'est un cap de redressement de l'économie française, où on va créer de l'emploi, on va réindustrialiser, on va recréer les conditions de la compétitivité. Et je demande aux partenaires sociaux de travailler dans le dialogue social à justement faire du donnant-donnant. Comment est-ce qu'on peut augmenter les salaires en augmentant aussi le temps de travail, l'assouplissant, en généralisant aussi le télétravail pour améliorer les conditions de travail de ceux qui le peuvent. Combien de jours de télétravail par semaine? Alors, sur le télétravail, ça se négocie dans l'entreprise. Tout se négocie aujourd'hui dans l'entreprise. Il y a des entreprises où on peut travailler en télétravail choisi, avec pratiquement toute la semaine en télétravail. Il y a d'autres entreprises où on ne peut pas le faire. Moi, je pense que dans une entreprise classique, dans une administration classique comme la région Île-de-France, nous étions très pionniers. Nous étions déjà à 2 jours de télétravail avant la crise Covid. Aujourd'hui, nous allons donner 20 jours de plus. Mais je ne veux pas qu'on passe à une majorité de télétravail dans l'administration. Je pense que le lien social dans l'entreprise, il est aussi très important. Et ça peut désorganiser les commerces de proximité, enfin totalement l'économie française. Oui, et puis je crois que le lieu de travail, c'est aussi un lieu de socialisation et que l'esprit d'équipe, ça se conçoit par le présentiel. Alors, mouvement social ou pas, vous avez répondu. Est-ce que vous croyez au retour des Gilets jaunes dans ce contexte d'augmentation des prix de l'essence, ainsi de suite? Et peut-être est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs? Non, moi je souhaite qu'on rassemble les Français, je souhaite qu'on les porte dans un projet qui leur redonne l'espoir. Moi ce que je vois, c'est quand même des territoires ruraux qui ont été totalement abandonnés par le gouvernement. Un gouvernement ça remonte à 5 ans seulement? Un gouvernement qui a vraiment, depuis François Hollande, quand on a créé les métropoles, on a métropolisé la France et on a donné le sentiment aux territoires ruraux qu'ils étaient abandonnés. Ça se voit notamment dans la désertification médicale. Ça se voit aussi dans l'absence d'égalité des chances en matière scolaire. C'est pour cela que dans mon programme... Ça remonte à de nombreuses années, ça. C'est pour ça que dans mon programme, il y aura un vrai volet d'investissement dans les territoires ruraux. Il faut la fibre partout. Il faut des médecins partout. Il faut pouvoir... continuer ses études, même quand on est dans un lycée d'une ville moyenne, avec des campus connectés qui permettront aux jeunes des territoires ruraux, qui à 50% seulement poursuivent leurs études, de pouvoir le faire. Dans les grandes villes, c'est 80%. Alors, réduction du nombre de fonctionnaires. Donc vous dites... Il faudrait supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Eric Ciotti dit 200 000. Pourtant, ni Xavier Bertrand ni Michel Barnier sont avancés sur ce qu'ils considèrent peut-être comme un terrain miné. Est-ce que de leur part, c'est un manque de courage? Et pourquoi 150 000 suppression de postes de fonctionnaires et pas 500 000 comme l'avait proposé François Fillon il y a 5 ans? Parce que la crise Covid est passée par là et qu'aujourd'hui, on le voit bien, nous sommes dans une grande détresse dans un certain nombre de domaines de l'action publique. Aujourd'hui, on le voit bien, dans le domaine de la santé, énormément d'infirmières, d'aides-soignantes démissionnent. Nous venons de passer sous la barre des 100 000 généralistes. Donc à l'hôpital, il faudra recruter des soignants. Je veux qu'on recentre l'État sur ces 3 grandes missions.
protéger, éduquer, soigner. On voit qu'il faut plus de soignants à l'hôpital, on voit qu'il faut plus de surveillants à l'école pour vraiment ramener la discipline. On voit qu'il faut beaucoup plus de juges, de greffiers, d'assistants de justice pour une justice qui est le parent pauvre de nos politiques de sécurité. Oui, mais l'impunité qu'on vit aujourd'hui, elle vient du stock des affaires non traitées par la justice. Alors, il y aura des recrutements dans mon projet, mais pour recruter, il faut d'abord pouvoir supprimer un certain nombre de postes dans l'administration administrante. Et vous savez, 150 000 suppressions nettes, ça représente 0,5%. 0,5% du nombre des fonctionnaires, des agents publics par an. Alors avec des critiques derrière, enfin aujourd'hui, hier et aujourd'hui, de la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, elle dénonce ce qu'elle appelle une surenchère à droite autour de la baisse du nombre de fonctionnaires. Elle explique aussi, en ce qui vous concerne, que la révision des politiques publiques que vous aviez menée en tant que ministre du Budget en 2011 a abouti 40% de moins de fonctionnaires sur le terrain. Est-ce qu'après la double crise des Gilets jaunes et du Covid, on peut aller dans le même sens ? L'arrogance. Et qu'est-ce que vous répondez à Amélie Montchalin ? L'arrogance de Madame Montchalin n'a d'égal que son impuissance. Je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Que Madame Montchalin, à l'époque, elle soutenait Alain Juppé. Et que Alain Juppé proposait, lui, 200 000 postes de fonctionnaires. Que Madame Montchalin m'a d'ailleurs soutenu au régional de 2015 avec un programme qui était le mien de supprimer 10% des postes au siège. Ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Amélie Montchalin ? Je crois qu'elle a servi ses ambitions plus que ses convictions. La vérité aujourd'hui, c'est que si on ne réduit pas les doublons, si on ne supprime pas les doublons, si on ne réduit pas la bureaucratie, si on ne numérise pas les procédures, alors nous continuerons d'être champions du monde des impôts. Nous sommes champions du monde des impôts. Est-ce que nous avons des services publics champions du monde ? Non. Aujourd'hui, l'école va mal, l'hôpital va mal, la justice va mal. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste qu'il faut réduire la suradministration, il faut vraiment débureaucratiser, et puis, il faut, en revanche, mettre plus de fonctionnaires sur le terrain. Et ça, évidemment, Madame Montchalin fait l'inverse, puisqu'elle ne supprime aucun poste. Alors, vous parlez de la justice. Donc, Emmanuel Macron a lancé les États généraux de la justice. Qu'est-ce que vous proposez pour conduire, notamment, à l'exécution des peines ? C'est simple. Aujourd'hui, nous avons un maillon faible dans la chaîne de l'autorité, qui est la justice. Maillon faible parce que nous investissons 2 fois moins dans la justice que l'Allemagne, par exemple. Et nous avons 20% de places de prison en moins que l'Espagne. Mais avec une différence avec l'Allemagne, c'est tout ce qui concerne les prud'hommes, par exemple, c'est comptabilisé dans le budget de la justice, ce qui n'est pas le cas en France. Oui, ce n'est pas les prud'hommes qui font, j'allais dire, le saut quantique. Aujourd'hui, le sujet, il est clair. Nous n'avons pas assez de juges, pas assez de greffiers. J'ai demandé Les 8% d'augmentation sur 2 ans, ça ne suffit pas ? Cet argent est tellement mal géré que sur les 3 dernières années, il y a 1 an d'investissement qui n'a pas été dépensé. 1/3 des budgets n'a pas été dépensé, malgré le fait qu'on les ait votés. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est un vrai plan Orsec pour la justice, avec une loi de programmation sur 5 ans, qui permettra de se projeter sur le long terme, de recruter massivement, il faut recruter massivement. Et massivement, ça veut dire combien de moi, je pense qu'il faut augmenter de 40% à peu près la population et des juges et des greffiers et des assistants de justice. Sur combien de temps ? Sur 5 ans. Pour pouvoir... Avec quel budget ? Quelle augmentation de budget ? Justement, mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que moi, je supprime des postes pour pouvoir en recréer ailleurs. Donc aujourd'hui, parce que c'est la seule façon de ne pas augmenter jusqu'au ciel les impôts des Français. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. Il faut résorber l'immense stock d'affaires judiciaires qui ne sont pas jugées. Vous le savez peut-être, j'ai demandé au garde des Sceaux une opération vérité sur ce stock. Mais je vous donne un exemple. Le maire de Signes, qui a été tué parce qu'il venait empêcher un dépôt sauvage sur sa commune, il a été renversé par la personne qui faisait le dépôt sauvage. C'était il y a 2 ans. Et le procès n'est toujours pas audiencé, alors qu'on connaît l'agresseur. Et c'est le cas de la plupart des procès des affaires judiciaires. Alors ça, c'est le stock. Et puis, il y a les classements sans suite, qui sont l'arme d'une justice engorgée. Aujourd'hui,
J'étais l'autre jour dans le quartier de la Duchère à Lyon, des policiers agressés, classement sans suite. Un maire dans la Drôme agressé, classement sans suite. 70% de classement sans suite. Et M. Dupond-Moretti nous dit 90% de réponse pénale. Donc ça veut Mais dire c'est sur quoi? les 30% qui Il ne faut sont pas l'augmenter classés. de combien le budget de la justice pour que ce que vous proposez puisse aboutir? Ah ben moi, je propose d'augmenter de 50% le budget des tribunaux. Voilà. Et ça veut dire quel pourcentage du budget de la justice? Ah ben 50%. Il y a dans le budget de la justice, il y a deux missions. Il y a la mission tribunaux et il y a la mission prison. Et moi, je propose d'augmenter de 50% le budget tribunaux. 40% sur les juges, 60% sur l'immobilier. Parce qu'il faut aussi que nos tribunaux soient dignes. Et surtout, il faut numériser les procédures. Parce que tant qu'on numérise... Vous savez, la numérisation, ça vous paraît peut-être un gadget. Est-ce que vous avez chiffré ces investissements? Mais pardon, je veux finir juste. La numérisation, ça vous paraît peut-être un gadget, mais aujourd'hui, dans nos commissariats, on ne peut pas faire de procédure numérique. Ça veut dire qu'on ne peut pas enregistrer les témoins. Les policiers sont obligés de tout taper à la machine. Ça leur prend un temps colossal. Et c'est des policiers en moins sur le terrain. Donc il faut numériser la procédure. Alors sur les tribunaux, ça coûtera 5 milliards d'euros. Voilà, sur les 5 ans ou par an? Sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Autre sujet, autre dossier, l'éducation nationale. Comment répondre à la crise des vocations au sein de l'éducation nationale? Est-ce qu'il faut le faire en multipliant, comme le propose Anne Hidalgo, par 2 le salaire des professeurs? Moi, je demande un sursaut national aussi pour l'école. Comment? La justice et l'école, c'est 2 sujets absolument majeurs du prochain quinquennat. Sur l'école, le sursaut national, ça me conduit d'abord à mettre fin au bizutage institutionnel qui consiste à envoyer les plus jeunes des professeurs dans les coins les plus difficiles. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons des crises de vocation terribles. Parce qu'un jeune qui veut s'engager dans l'enseignement, on ne peut pas, la première année de l'enseignement, le mettre devant la classe la plus difficile, avec le plus de difficultés scolaires, de difficultés sociales et de difficultés de discipline. Donc ce que je propose, c'est de régionaliser le concours du CAPES pour que on recrute les jeunes professeurs dans le secondaire, comme on le fait dans le primaire aujourd'hui, on les recrute dans leur région de cœur. Ils veulent enseigner dans leur région. Et en revanche, dans les régions, dans les quartiers... Et on rappelle que vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Absolument. Et c'est pour ça que je fais de l'éducation ma priorité. Parce que l'école, c'est la fabrique de la France. Et quand vous avez une baisse de niveau comme celle que l'on vit et une crise des vocations, si on ne fait pas quelque chose immédiatement, eh bien, dans 10 ans, la France n'est plus la France. Alors, école, fabrique de la Alors, j'y reviens. Attendez, quand on va dans les quartiers les plus difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les quartiers les plus difficiles, moi, je propose qu'on fasse des écoles publiques sous contrat. Comme il y a des charter schools en Suède ou en Grande-Bretagne. Des écoles publiques sous contrat, on choisit les professeurs, ils sont sous contrat, les élèves aussi sont sous contrat, et il y a évidemment des bonus, des primes de pénibilité et aussi des bonus de carrière. Et c'est avec ces écoles-là qu'on pourra redresser les écoles dans les quartiers les plus difficiles. École, justement. Il y a un an, la décapitation du professeur Samuel Paty, qui avait été vécue comme un traumatisme. Est-ce qu'un an après, toutes les leçons ont bien été tirées? Mais non, face à la radicalisation, vous savez bien que je suis confrontée moi-même, je suis dans la région la plus soumise au séparatisme, au terrorisme et à l'islamisme. L'islamisme, c'est le totalitarisme du XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a un entrisme de l'islamisme dans l'ensemble de la société. Et le gouvernement, de ce point de vue, reste encore très naïf. Vous feriez quoi à sa place? Je vous donne très rapidement, deux parce exemples. qu'on a encore plein de sujets La première chose, c'est que lorsqu'on voit des signaux de radicalisation chez un agent public ou chez un salarié du privé, on doit pouvoir le révoquer ou le licencier. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut le mettre qu'à l'écart et ça ne peut pas fonder une sanction disciplinaire. Ça n'est pas normal. Deuxième exemple, les terroristes djihadistes qui vont sortir de prison. Vous savez que chaque année, il y en a des dizaines qui sortent de prison. Qui vont sortir, oui. Il y en a des dizaines qui sortent chaque année. Cette année, je crois que c'était une 60aine. Il faut aujourd'hui qu'on mette en place des mesures de rétention, comme Nicolas Sarkozy en avait mis en place pour les dangereux psychopathes, les pédophiles, les criminels psychopathes. On peut le faire pour les pédophiles, on ne peut pas le faire pour les djihadistes. C'est de
la naïveté, c'est de l'angélisme. Ces hommes et ces femmes sont des bombes humaines et on les laisse aujourd'hui retourner dans la nature. Je vous rappelle que le père Hamel a été assassiné par un détenu sous bracelet électronique. On avance. Un terroriste sous bracelet électronique, pardon, immigration. qui n'était pas détenu. Michel Barnier propose un moratoire sur le thème sur le sujet de l'immigration. Est-ce que vous l'approuvez ? Par ailleurs, élu président de la République, qu'est-ce que vous faites en matière d'immigration ? Et est-ce que l'immigration est pour vous incontrôlée aujourd'hui ? Ce que je crois, c'est qu'une immigration incontrôlée... Déjà sur ce que propose Barnier. Je crois qu'une immigration incontrôlée plus une intégration ratée, ça peut disloquer. Mais c'est le cas aujourd'hui ? Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons perdu le contrôle et nous avons là encore un gouvernement qui est extrêmement angélique et qui vote des lois qui sont des appels d'air. Par exemple, la loi qui permet 50% de tarifs réduits pour les clandestins dans les transports en commun. Nous sommes le seul pays qui donne des avantages aux clandestins. Le moratoire dont parle Michel Barnier, alors, ça va dans le bon sens ou pas ? Tous ceux qui promettront dans cette campagne l'immigration zéro le 24 avril 2022 mentent aux Français. Ça n'est pas possible, l'immigration zéro. Pour la bonne et simple raison, Michel Barnier ment aux Français. Je vous explique pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière son moratoire, mais ce que je vous dis, c'est que l'immigration zéro, c'est impossible. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a 3 types d'immigration. Familiale, étudiante et de travail. Sur l'immigration familiale, si votre fils épouse une étrangère, vous allez vouloir la faire venir en France. Si les étudiants, il faut qu'on continue les échanges étudiants. Du moment que les étudiants ont le niveau pour étudier en France, ce qui est un vrai problème, parce que là-dessus, on est laxiste. Et sur l'immigration de travail, c'est pareil. Vous savez bien que nos agriculteurs, nos industriels ont parfois besoin de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Donc l'immigration zéro, ça n'est pas possible. Et le moratoire, c'est possible? Alors moi, ou pas? ce que j'ai proposé, non, mais moi, je suis la candidate du FAIRE, F-A-I-R-E. J'ai le courage et la vous détermination. êtes aussi la dame de fer, F-E-R, comme Margaret Thatcher? Je suis aussi une femme qui décide et une femme qui tient, oui, y compris face à la rue, vous l'avez vu, pendant la réforme des universités. Mais j'y viens. Moi, j'ai mis sur la table, avec Patrick Stefanini, avec Frédéric Pechnard, qui sont aujourd'hui à mes côtés, nous avons mis en place, mis sur la table une loi constitutionnelle que je ferai voter par référendum, qui instaurera des quotas migratoires. Les quotas migratoires, c'est le système canadien, américain. Et ce système permet de dire aux pays d'immigration, on renégocie les accords. Visa contre laissez-passer consulaire pour les clandestins. Les clandestins doivent rentrer chez eux. J'ai dit que je voulais qu'ils rentrent en charter, parce que c'est la procédure européenne Frontex, que les Allemands utilisent, que nous n'utilisons pas. Nous avons un gouvernement qui a laissé nos frontières devenir des passoires, et qui, évidemment, au dernier moment, parce que vous l'avez compris... Avec ces tensions avec l'Algérie, le Mais Maroc, attendez, Emmanuel Macron, candidat, veut faire oublier toutes les défaillances d'Emmanuel Macron, président. Il faut qu'on avance parce qu'on va passer... Non, parce que c'est très important, cette histoire d'immigration. Moi, je demande aussi des garanties d'intégration. Ça veut dire un examen de français réussi. Et ça veut dire aussi pas de prestations pour avoir un titre de séjour et pas de prestations sociales en France avant 5 ans de résidence régulière, parce qu'on ne vient pas en France pour toucher les allocations. Et la suppression de tous les avantages pour les clandestins. Votre modèle, Valérie Pécresse, c'est qui? C'est François Fillon ou c'est Margaret Thatcher? Ce qui est vrai, et je m'en rends compte, c'est qu'il va falloir réformer puissamment la France. Et que François Fillon avait eu le courage, en 2017, de mettre toute une série de réformes puissantes sur la table: retraite, chômage, réforme de l'État, décentralisation, débureaucratisation. Il faut relever... Donc vous êtes une bébé Fillon? Il faut relever cet étendard. Mais ce que je veux faire, c'est je veux rendre ces réformes... Ou un clone Fillon? Monsieur Aziza, laissez-moi répondre. Ce que je veux, c'est rendre ces réformes désirables. Ce qui a manqué à la droite en 2017, c'est de rendre ces réformes désirables. Alors moi, comment je les rends désirables? Eh bien, par l'augmentation de salaire. Si on fait ces réformes, les salaires augmenteront de 10%. Si on fait ces réformes, les petites retraites augmenteront au niveau du SMIC. Si on fait ces réformes, un certain nombre de mesures seront prises aussi Thatcher pour les femmes. Et Thatcher, la dame de fer. C'est vrai que vous sentez une Thatcher en vous? Merkel pour la concertation et Thatcher pour la décision. Alors, congrès des Républicains du 4 décembre, et donc la bataille pour l'investiture de LR à la présidentielle. Qu'est-ce qui doit primer dans le choix du candidat? C'est la fidélité à votre famille politique, les sondages ou les idées? Parce que vous avez vu qu'on dit, Valérie Pécresse et d'ailleurs Xavier Bertrand aussi, ils sont partis, donc ils manquent de loyauté. J'ai compris que
Même si vous avez réadhéré depuis. J'ai compris qu'une bonne partie des candidats à cette primaire avaient pris leur distance avec le parti depuis quelques années. Attendez, la plupart des candidats. Ça veut dire que pour vous, y compris Michel Barnier? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que nous revenons tous aujourd'hui au bercail. Dans la famille. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu le sentiment, à un moment donné, que les Républicains ne voulaient plus de moi, ne voulaient plus entendre ma voix. Aujourd'hui, ils sont venus me voir pour me tendre la main et me dire que je pouvais être leur candidate à la présidentielle. Donc ça nécessite qu'aujourd'hui, on reconstruise un grand parti de l'alternance. Ce grand parti de l'alternance, il se fera autour du socle des Républicains. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui nous écoutent ce matin, si vous partagez les valeurs de la droite et que vous voulez choisir la candidate ou le candidat de la droite, il faut adhérer avant le 15 novembre aux Républicains. Il y a beaucoup de vos amis ou vos compagnons qui ont adhéré, qui adhèrent aux Républicains pour vous soutenir, pour voter pour vous. Il faut donner de l'élan aux Républicains. Parce que, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, quand on s'élargit, on gagne. Donc, il faut que tout le monde revienne dans la famille. Alors, pour l'instant, il y a à peu près 90 000 adhérents aux Républicains. Pour que le Congrès se passe bien, pour que le vote soit représentatif, il faudrait combien d'adhérents? Le maximum. Non, mais le maximum. Là, vous faites du Raymond DeVos. Mais ça serait quoi le bon chiffre? Monsieur Aziza, moi j'étais favorable à une primaire très largement ouverte, y compris avec nos alliés centristes qu'il ne faut évidemment pas laisser partir chez Macron. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller présenter ma candidature aussi à nos alliés centristes pour qu'on ait vraiment une famille très large. Très large, ça veut dire je quoi? ne donne pas de chiffres, mais je le dis aux Français qui nous écoutent. Ne ratez pas cette occasion. Adhérez aux Républicains d'ici le 15 novembre. Beaucoup de nos auditeurs pensent que c'est une primaire fermée. Ils pensent qu'on peut pas adhérer. En fait, c'est une mini-primaire, ça. En fait, c'est une primaire qui est encore ouverte à tous ceux qui partagent les valeurs de la droite. Alors, deux questions. Qu'est-ce qui vous différencie de Xavier Bertrand et Michel Barnier? Parce que les autres, a priori, n'ont pas beaucoup de chances d'être désignés. Et pourquoi ça serait vous et pas eux? Moi, ce que je fais, c'est que je présente un projet écrit, construit, avec les solutions. Ma loi constitutionnelle sur l'immigration, ma loi sur la justice, mon projet de sursaut national pour l'école. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à eux? La qualité de mon projet. La qualité de votre projet? La qualité de mon projet pour la France et la détermination que j'aurai à le mettre en œuvre. Et la dernière chose, c'est que moi, dans ma région, tout ce que j'ai dit que je ferai, je l'ai fait. La baisse des dépenses, le renforcement de la sécurité, la charte de la laïcité. Je me bats contre le séparatisme avec un plafond anti-ghetto de 30% de logements sociaux dans les quartiers pour détruire les quartiers ghettos. Tout cela, je l'ai fait dans ma région, je le ferai pour la France. Et pourquoi ça serait vous alors? Parce que vous êtes mieux qu'eux? Parce que vous êtes plus honnête qu'eux? Pourquoi? Parce que la France a besoin d'une dame de fer, FAIRE et FER. Et c'est vous? Dame de fer et dame de fer. Et c'est moi, parce que je vais vous dire, Emmanuel Macron, c'est Machiavel. Ah bon? Oui, Machiavel, il avait une devise. Sa devise, c'était « gouverner, c'est faire croire ». Eh bien, moi, je crois que gouverner, c'est faire. D'accord. Alors, on poursuit, Valérie Pécresse. Donc, les adhérents de LR vont se prononcer le 4 décembre. Et pendant ce temps, pendant que LR se cherche un candidat, Éric Zemmour grimpe dans les sondages. Comment vous expliquez le phénomène Zemmour? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu un petit peu de temps avec nos tergiversations sur comment nous allions désigner notre candidat. Mais maintenant, une nouvelle campagne commence. Nous sommes tous unis. Nous aurons un seul candidat à la fin. Et moi, je suis persuadée que c'est la droite qui sera au second tour. Parce que nous avons les solutions pour la France de demain. Et c'est des solutions que les Français attendent. Alors vous dites, je suis persuadé que la droite sera au second tour. C'est exactement ce que dit Gérard Larcher aujourd'hui dans JDD. D'ailleurs, Gérard Larcher, c'est vrai qu'il vous soutient? Gérard Larcher, le président du Sénat, il est au-dessus des partis. Mais ce que je voulais dire, pour finir, sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est que j'ai l'impression que le mistigris de la division, aujourd'hui, il est à l'extrême droite. Il n'est pas chez vous. Et il n'est plus chez nous. Il n'est plus chez vous. Alors, Éric Zemmour, on va parler quelques minutes d'Éric Zemmour. Il multiplie les provocations. C'est mercredi, il s'est amusé à viser avec un fusil de précision du raid des journalistes lors d'une visite au salon Millipol que vous avez aussi visité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et quand il traite Marlène Schiappa d'imbécile, après qu'elle ait dénoncé ce geste, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'ai retenu de ce geste, c'est une très grande forme d'irresponsabilité. Parce que mon combat, aujourd'hui, il est pour enlever les armes qui, aujourd'hui, circulent dans tous nos quartiers. Aujourd'hui, le sujet, c'est que les armes, elles sont
tourné contre la France et contre la République. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire que nous devons avoir dans notre projet pour le prochain quinquennat, au contraire, la volonté de ramener l'ordre, ramener l'ordre dans ces quartiers dans lesquels prolifèrent les armes. Et donc Zemmour, en faisant ça, il joue quoi? Contre la France? Contre la sécurité? Non, mais c'est un geste qui est profondément irresponsable quand on veut gouverner la France. On ne peut pas pointer une arme sur quiconque quand on veut être président de la République. Et quand il traite une ministre d'imbécile, une femme d'imbécile. Ça, c'est pas une première dans la bouche d'Éric Zemmour. Il a l'art de traiter tout le monde d'imbécile. Alors, Éric Zemmour, Samuel Sandler était ce matin, Samuel Sandler, le père et le grand-père de 3 des victimes de Mera à l'école aux Oratoires à Toulouse, 19 mars 2012. Il était ce matin l'invité sur Radio J, l'émission Les Enfants de la République. Il a exprimé la douleur d'un père et d'un grand-père constatant que Zemmour remettait en cause la qualité de français à son fils Jonathan, à ses petits-enfants Harry et Gabriel, ainsi qu'à la petite Myriam Monsonego, tuée à bout touchant par le terroriste islamiste. Donc, il remet en cause leur francité. Pourquoi, Zemmour? Parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de Zemmour? Vous qui connaissez d'ailleurs Samuel Sandler. Oui, ces paroles m'ont profondément bouleversé. Parce que justement, connaissant Samuel Sandler, connaissant sa famille, je mesure l'immense douleur que ces paroles ont pu lui causer. C'est comme si on avait tué une deuxième fois son fils et ses petits-enfants. Parce que douter de leur amour de la France, douter de leur attachement à la France, c'est douter de qui ils étaient. Voilà. Et donc, à cause de la souffrance que ça a générée, je ne peux que condamner avec une immense vigueur et une immense indignation ces propos. Samuel Sandler aussi qui s'indigne que des juifs comme Gilles-William Gonadel, comme Clément Weidrenal, comme Sarah Knafo, qui est la conseillère numéro 1 de Zemmour, le soutiennent, font du prosélytisme pour lui ou que d'autres le financent. Est-ce que vous comprenez cette réaction de Samuel Sandler, qui considère que un juif reprendra à son compte des thèses révisionnistes, voire au relent antisémite, c'est quand même hallucinant, scandaleux. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réhabiliter le Pétain des années 40. Voilà. Pour moi, je suis là aussi dans l'indignation et dans l'incompréhension. Le maréchal Pétain, en 40, il a aggravé lui-même de sa main le statut des Juifs. Voilà. Qui a privé un certain nombre de nos compatriotes de leurs fonctions publiques, leurs fonctions officielles. On ne peut pas aujourd'hui dire que Pétain a protégé les Juifs français. C'est une falsification de l'histoire, c'est une insulte à nos compatriotes juifs. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre, effectivement, qu'on puisse soutenir pour la présidence de la République quelqu'un qui réhabiliterait le Pétain des années 40. Et j'ajoute qu'on ne peut pas se dire gaulliste. Et sincèrement gaulliste, quand on défend le Pétain des années 40. De Gaulle s'est construit contre, justement, cette trahison de la France qu'a été la rafle du Veldiv, le statut des Juifs et toutes les persécutions juives. Le fait que Zemmour, qui se revendique donc comme juif, défende des thèses révisionnistes et crypto-pétainistes, est-ce que cela ne fait pas de lui un faire-valoir, un alibi, une caution pour les antisémites? Ce que je remarque, c'est que Zemmour est prêt à aller s'allier avec l'extrême droite. Voire l'ultra-droite. L'extrême droite. Mais l'extrême droite, il est heureux de recevoir le soutien de Jean-Marie Le Pen. Donc Jean-Marie Le Pen qui a dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Donc franchement, ça devrait interpeller tous les Français. Une question d'ailleurs. Si vous, Valérie Pécresse, si Marine Le Pen, si d'autres candidats à l'Élysée tenaient les mêmes propos que Éric Zemmour sur Pétain, sur la rafle, sur le discours du Veldiv de Jacques Chirac, sur Papon, dire aussi qu'il remet en cause aussi le caractère antisémite des accusations contre le capitaine Dreyfus, qu'est-ce qui se passerait pour vous et pour d'autres personnalités politiques qui tiendraient le même discours? C'est hallucinant. Dire du capitaine Dreyfus qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Revenir sur la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Comment peut-on réécrire l'histoire? On ne peut pas se dire historien et falsifier l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passerait si d'autres que lui diraient ça? C'est très grave. Je n'ose pas l'imaginer, monsieur Aziza, mais peu importe, parce que le sujet, c'est que nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas, aucun d'entre nous ne pense ça, parce que nous pensons
nous connaissons la vérité de l'histoire de France. Et vous savez, pour bâtir un projet pour la France, il faut connaître la vérité de son histoire pour éviter qu'elle se reproduise. C'est Elie Wiesel qui avait dit cette très belle phrase. Et j'ajoute que l'antisémitisme est encore une réalité dans la France d'aujourd'hui. Et que si on veut le combattre, c'est certainement pas en donnant des arguments aux antisémites. Zemmour, pas Pétain, Zemmour, qui utilise aussi des arguments au relent raciste quand il parle de l'immigration, quand il veut interdire aux personnes d'origine musulmane de donner des noms d'origine musulmane à leurs enfants. Tout ça, est-ce que ce n'est pas de nature à fracturer la société française ? Il va falloir faire nation dans le prochain mandat. C'est mon objectif. Pour faire nation, il faut traiter chaque Français avec une égale dignité, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, avec une égale dignité, mais aussi avec une égale fermeté, même droit, même devoir. On doit pouvoir demander à tous les Français de respecter les lois de la République de la même manière. De ce point de vue, on le sait bien, nos compatriotes juifs ont donné l'exemple. À la synagogue, il y a une prière pour la République. Et ce qu'on leur a demandé dans l'histoire, on doit pouvoir le demander à tous les Français, quelle que soit leur religion. Dernière question, est-ce que comme Éric Ciotti, en cas de second tour, Macron-Zemmour, vous choisissez Zemmour ? Mais il n'y aura pas de second tour Macron-Zemmour, monsieur Aziza, ça n'arrivera pas. Vous ne me ferez pas répondre à cette question pour la bonne et simple raison que ce serait admettre la défaite de la droite, et je sais que cette élection, on va la gagner. Est-ce qu'Éric Ciotti a eu raison de dire ça ? Monsieur Aziza, nous allons gagner. Est-ce qu'Éric Ciotti a eu raison de dire ça ? Il n'a pas eu raison de se projeter dans un second tour dans lequel il pense que nous ne gagnerons pas parce que nous allons gagner cette élection. Est-ce que vous dites à vos électeurs de LR, ne pas voter pour Zemmour ? Je dis à nos électeurs, les Républicains, que quand on vote pour un président de la République, on lui confie ses économies, on lui confie l'avenir de son pays et on lui confie aussi l'avenir de ses enfants. Et que ça, on le fait à des personnes politiques qui ne falsifient pas l'histoire et qui ont des solutions pour la France de demain. Merci Valérie Pécresse d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.